Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné en fait sur la chaussée, qui prend la moitié de la chaussée, et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Hein. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C, je m'arrête. Question numéro 2. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche ? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 3. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo encore une fois pour voir réellement le contexte dans lequel on est. Alors, c'est parti. Donc là, déjà, regardez, juste ici, on a un panneau de danger qui nous avertit d'un passage à niveau qui est accompagné par une borne
à 3 bornes qui nous avertit qu'il y aura un passage à niveau dans 50 mètres. Donc 3 barres rouges. Ensuite, on avance encore un peu. Hop, qu'est-ce qu'on voit là? Hop, un dos d'âne. Un dos d'âne et juste en dessous, toujours la borne avec cette fois-ci 2 bandes. Ça veut dire passage à niveau à 30 mètres. Ici, on a un céder le passage ou un stop. J'arrive pas à voir. Je pense que c'est un céder le passage. Et là, on arrive juste à droite. On voit la borne qui nous indique donc le passage à niveau à 15 mètres. Donc avec une seule barre rouge. Donc effectivement, ici, on a énormément d'indications, de panneaux de danger, de bornes qui nous avertissent d'un danger, notamment ici le passage à niveau. Donc, je ralentis. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc, je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction. Ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 6. Je dépasse les 3 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse en restant sur cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, on est dans une situation très courante, surtout sur autoroute. Alors, ici, vous voyez qu'on a 3 camions sur la file de droite qui sont très rapprochés. Donc effectivement, si je les dépasse, je dépasse les 3 en même temps. Pourquoi? Parce que si je me rabats entre les camions, la distance de sécurité ne sera pas respectée. Ensuite, deuxième partie de la question, je dépasse en restant sur cette voie. Alors, on voit bien que le camion du milieu, lui, a activé donc ses clignotants gauche pour dépasser un des camions. Donc, il risque de venir sur la voie dans laquelle on est. Donc, si je veux dépasser ces 3 camions, il faut que je me mette sur la file de gauche. Donc ici, à la question, je dépasse les 3 camions en même temps? Oui, réponse A. Je dépasse en restant sur cette voie? Non, réponse D. Question numéro 7. La voiture bleue est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors, je vous incite fortement à aller dans la formation pour savoir quels sont ces 4 stationnements interdits et leur signification. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, la voiture bleue est garée sur un trottoir. Donc, se garer sur un trottoir constitue donc une infraction de stationnement très gênant. Donc ça, c'est 135 €, 135 € d'amende. Donc ça, c'est une infraction de classe 4. Également, donc certes, il est garé sur un trottoir, donc stationnement très gênant. Mais en plus de ça, regardez bien, il y a un passage piéton. Et sachez qu'il est interdit de se garer à moins de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça constitue également un stationnement très gênant. C'est-à-dire que là, si un policier veut verbaliser, il va pas seulement verbaliser pour le fait que vous soyez dans un trottoir. Il va également verbaliser pour le fait que vous soyez 5 mètres avant un passage piéton. Donc là, c'est 2 amendes de 135 €. 2 amendes. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Hein, la voiture bleue est très mal garée. Question numéro 8. Je peux rouler avec ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je peux stationner sur l'accotement à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule est bien stationné? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu remarqueras qu'à notre droite, on a des lignes de rive
discontinu. Donc, il est autorisé de stationner et de s'arrêter sur l'accotement à droite. Concernant le véhicule qui y est stationné, justement. Alors là, vous remarquerez une chose. Vous remarquerez que il est stationné juste devant une intersection. Or, c'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc ça, c'est 135 € d'amende, 3 points en moins, immobilisation et même suspension. Donc, ici, est-ce que je peux stationner? La bonne réponse est la réponse A. Est-ce que le véhicule est bien stationné? La bonne réponse est la réponse D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 10. Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand tu regardes la voie de gauche, tu vois très bien que c'est une voie réservée parce qu'on a des lignes discontinues épaisses. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une voie de stockage. Cette voie est réservée aux véhicules qui tournent à gauche à l'intersection, comme le montre le marquage au sol. Donc c'est pas une voie pour dépasser. D'accord ? C'est une voie pour tourner à gauche. Donc ici, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Lorsque je m'installe, je règle d'abord A. Le siège, B. Le volant, C. Les rétroviseurs. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours très simple que vous pouvez retrouver dans la formation. On en a souvent parlé, hein, que ce soit dans la formation ou même dans les vidéos YouTube. Donc, lorsqu'on s'installe à bord de son véhicule, la première des choses à faire, c'est de régler le siège. Dans un deuxième temps, on réglera le volant. Puis, à la fin de l'installation, on réglera les rétroviseurs. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Un véhicule en stationnement peut masquer la présence d'un enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je ralentis pour anticiper le danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, les enfants donc, sont généralement de petite taille. Donc, ils sont vraiment très difficiles donc, à percevoir lorsque tu conduiras.
Alors, bien évidemment, lorsque tu t'approcheras donc d'un passage piéton, tu devras également ralentir, justement pour anticiper le danger au cas où un enfant serait devant un véhicule et donc masqué par ce véhicule. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 14. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort, gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro, droit, angle mort, droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là, on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 15. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750.
Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Euh, Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Hein. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Cet outil permet le remorquage d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cet outil, tu peux soit le fixer à l'avant ou à l'arrière du véhicule, comme tu le vois sur la vidéo. Alors, il permet tout simplement soit de remorquer un véhicule si tu le places à l'arrière, soit de se faire soi-même remorquer par un autre véhicule si tu le places à l'avant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Je veux vendre ma voiture qui a plus de 4 ans. Un contrôle technique doit être réalisé 6 mois avant la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la vente des véhicules et le contrôle technique, c'est très simple. Si votre véhicule a moins de 4 ans, alors, pas besoin de réaliser un contrôle technique. S'il a plus de 4 ans, vous devez, avant la vente, effectuer un contrôle technique de moins de 6 mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum toutes les 2 heures afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution
de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je dois suivre la trajectoire A, réponse A. Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici, on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors, sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc, je roule à 45 km/h. Donc, je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. L'autopartage permet de limiter les embouteillages. Oui, réponse A. Non, réponse B. De limiter les émissions de CO2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, effectivement, l'autopartage permet de limiter les embouteillages et également de limiter les émissions de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 23. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces. Alors, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 24. L'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Constitue une infraction. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, comme le montre ce document, donc l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le taux d'accidentologie. Également, l'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction, donc une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende. Et 3 points en moins. Alors, à savoir que si vous commettez cette infraction en concomitance avec une autre infraction, ça peut être, je sais pas moi, le non-respect des distances de sécurité, eh ben, la police peut vous suspendre votre permis. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 25. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres. Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Hein. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec.
Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Ce passager adulte est bien installé. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que ce passager est bien installé? Bah non, il n'est pas bien installé. Il devrait être assis, le dos sur le dossier, et surtout avec une ceinture de sécurité enclenchée. Est-ce que le conducteur risque une amende? Eh bien non. Il ne risque pas d'amende parce que le passager est adulte. Donc c'est le passager qui risque une amende. Si le passager avait été un mineur, donc une personne de moins de 18 ans, alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est le conducteur qui aurait pris l'amende. Mais bon, c'est pas le cas ici. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 27. Sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc si vous avez fait une erreur sur cette question, je vous incite vivement à aller dans l'information que vous trouverez en lien dans la description. Sur ce, alors déjà je vais vous montrer le document qui montre en fait les vitesses maximales autorisées selon les conditions atmosphériques, selon que vous soyez en probatoire ou non, la visibilité et selon le type de route. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas les données qu'il y a dans le tableau. C'est déjà de savoir sur quelle route on est. D'accord? Donc, si on revient sur notre contexte, comment est-ce qu'on peut savoir si on est sur une route à chaussée séparée, si on est sur une route à double sens, si on est sur une route à double sens avec créneau de dépassement, ou si on est sur une autoroute. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans l'information ou même sur les vidéos YouTube. C'est très très simple. Il faut regarder les lignes de rive sur la voie de gauche. Regardez là sur la voie de gauche les lignes de rive. Les lignes de rive sont discontinues sur la voie de gauche. Étant donné qu'elles sont discontinues, on est sur une route à double sens. Sinon, si on était sur une deux voies, donc c'est-à-dire sur une route à double sens avec créneau de dépassement, alors, on aurait eu une ligne continue. Du fait qu'on n'ait pas de ligne continue, cela signifie qu'on est sur une route à double sens. Donc ici, si on revient au tableau, on est sur une route à double sens. La vitesse maximale autorisée dans des conditions atmosphériques normales est de 80 km/h. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Il est recommandé de faire des pauses A toutes les 2 heures, B toutes les 3 heures, C toutes les 6 heures.
c'est bien connu, sur la route, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes environ, toutes les 2 heures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Je roule à 127 km/h sur autoroute. Réponse A. Je dépasse les 2 poids lourds en une seule fois. Réponse B. Je me rabats entre les 2 poids lourds. Alors, ici, question très intéressante également. Alors, là, je roule à 127 km/h. Il faut bien comprendre, en tout cas, il faut que vous sachiez que la vitesse maximale autorisée pour un poids lourd sur autoroute est de 90 km/h. Il ne peut pas rouler plus vite. Il n'a pas le droit. Alors, ici, étant donné que je roule à 127 km/h, je vais être obligé de dépasser ces 2 camions. Il y a 40 km/h de différence entre nous et le poids lourd. Donc, on va devoir les dépasser quoi qu'il arrive. Donc, la question qui se pose entre la question A et B, c'est est-ce qu'on les dépasse d'un coup ou est-ce qu'on se rabat après avoir dépassé le premier poids lourd ? Là, c'est très simple. Regardez, on peut voir que derrière le camion blanc, on a une ligne de rive entière. Et que juste à côté de nous, enfin le camion le plus proche de nous à droite, on voit qu'il vient juste de passer sa ligne de rive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si moi je les dépasse et que je me mets entre les 2 camions, je ne vais pas pouvoir respecter ma propre distance de sécurité parce qu'il n'y aura pas de ligne de rive qui va me séparer du camion qu'il y a devant moi. Donc effectivement, ici, je dépasse les 2 camions en une seule fois pour respecter la distance de sécurité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Entre le début d'un indice, ici le feu orange, et le début du freinage, il s'écoule. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, 2 secondes. Réponse C, 3 secondes. Alors, cette question, elle est super importante car elle est très souvent posée lors des examens officiels du code de la route. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est important. Cette question, elle va introduire une notion très importante qui est celle du temps de réaction. Alors, déjà, c'est quoi le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le feu orange, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction ? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 31. Je viens de me faire flasher. La perte de points est effective. Réponse A, au moment de la fraction. Réponse B, après paiement de l'amende. Réponse C, après paiement de l'amende majorée. Alors, si vous venez de vous faire flasher et que vous avez une perte de points, alors sachez que la perte de points est effective après paiement de l'amende. Bon, après tu vas me dire, bah oui, mais je peux aussi ne pas payer l'amende, vu que comme ça je perdrai pas de points. Si je paye pas mon amende, je perds pas de points. Alors non. Qu'est-ce qui va se passer si tu payes pas ton amende ? Si tu payes pas ton amende, tu recevras un autre courrier avec une demande de paiement de l'amende majorée. Donc, si à partir de ce moment-là, tu payes, bah on va t'enlever tes points au moment où tu vas payer l'amende majorée. Si tu payes pas l'amende majorée, ce qui va se passer, c'est que l'État va faire ce qu'on appelle une saisie sur ton compte bancaire, une saisie administrative. C'est-à-dire qu'ils vont retirer le montant de l'amende majorée directement sur ton compte en banque. Et en plus, ils vont bloquer ton compte en banque. Ils vont bloquer ton compte en banque et ils vont retirer l'argent eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront retiré eux-mêmes l'argent, eh ben, tu perdras tes points à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 32. Les aires d'autoroute sont situées tous les... Réponse A, 20 km. Réponse B, 30 km. Réponse C, 40 km. Réponse D, 10 km. Alors, il faut savoir que les aires d'autoroute sont situées tous les 20 km. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code ? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique ? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien
en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h sur 100 km d'autoroute fait perdre. Réponse A, 4 minutes. Réponse B, 9 minutes. Permet d'économiser. Réponse C, 1 litre de carburant. Réponse D, 3 litres de carburant. Alors, rouler à 120 km/h au lieu de 130 sur 100 km d'autoroute fait perdre seulement 4 minutes. Si tu veux connaître le calcul exact pour pouvoir calculer cette différence, alors je t'encourage vivement à aller sur la plateforme pédagogique. Car en plus de ça, c'est des questions qui sont très souvent posées au code de la route, nouvelle réforme. Permet d'économiser 1 litre ou 3 litres. Baisser sa vitesse de 10 km/h sur autoroute permet d'économiser 1 litre de carburant sur 100 km. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 34. Devant cette entrée, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, avant de répondre à cette question, on va répondre à une question très bête. C'est quoi stationner et c'est quoi s'arrêter? Ça a l'air d'être bête comme ça, mais il faut le savoir. Alors, s'arrêter, selon le code de la route, c'est quoi? C'est avoir sa voiture immobilisée et être derrière le volant, ou bien à l'extérieur de la voiture, mais à proximité immédiate. Alors attention, proximité immédiate, ça veut dire proximité immédiate. Aller à la boulangerie ou remonter chez soi pour aller chercher quelque chose que vous avez oublié, ça, c'est pas proximité immédiate. Et donc, le stationnement, c'est quoi? C'est lorsque votre voiture est immobilisée et que vous n'êtes pas derrière le volant et que vous n'êtes pas à proximité immédiate. Alors, ici, est-ce que je peux stationner devant cette entrée carrossable? Eh ben non, j'ai pas le droit de me garer de stationner devant une entrée carrossable car c'est une infraction qui constitue une contravention de 2e classe. Est-ce que je peux m'arrêter devant une entrée carrossable? Oui, vous pouvez vous arrêter devant une entrée carrossable. Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 35. Le covoiturage permet de réduire les frais de carburant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors bon, là, la réponse a été évidente. Effectivement, lorsqu'on est plusieurs dans une voiture à payer le carburant, alors ça réduit les frais de carburant pour chaque personne. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Le contrôle anti-pollution se fait lors du contrôle technique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un contrôle de police. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors effectivement, le contrôle anti-pollution se fait lors d'un contrôle technique. Cependant, il peut aussi se faire lors d'un contrôle de police via la brigade anti-pollution. Ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 37. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 38. Lors d'un choc à 50 km/h, les chances de survie sont de A. 50%, B. 20%, C. 70%, D. 90%. À 30 km/h, vos chances de survie sont de 90%. À 50 km/h, elles sont de 20%. Et au-delà de 60 km/h, elles sont quasi nulles. La bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une
des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Lors d'un accident avec dommages corporels, j'informe les secours. Réponse A, de l'identité des blessés. Réponse B, du nombre de blessés. Réponse C, de leur état. Réponse D, de l'adresse de l'accident. Alors, lorsque vous alertez les secours, il va falloir faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, on vous demande pas d'être médecin, on vous demande deux choses. La première chose, c'est d'informer les secours sur le lieu exact de l'accident. La deuxième chose, c'est d'informer les secours sur l'état des blessés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que donner l'adresse d'un accident ? C'est être le plus précis possible. Si l'accident a lieu en ville, alors là, c'est très simple, vous leur donnez l'adresse exacte. Il y a des plaques de rue qui donnent le nom de la rue et vous regardez les numéros qu'il y a sur les maisons ou les appartements. Alors, plus compliqué, si vous êtes sur route ou autoroute. Là, ce qu'il va falloir leur donner pour avoir une localisation la plus précise possible, c'est
les indications qu'il y a sur la borne kilométrique. Vous vous souvenez, on a vu ça très souvent, notamment dans la formation. Il y a des bornes kilométriques sur les routes et les autoroutes. Il faut seulement que vous faut seulement que vous lisiez cette borne kilométrique. Également, il faut aussi donner le sens de la route dans lequel vous êtes. Ensuite, concernant l'état des blessés, on va vous demander des choses très simples. Déjà, le nombre de blessés. Ensuite, leur état de conscience, s'ils sont conscients ou inconscients. Leur état respiratoire, s'ils respirent ou non. Et également, s'ils ont des hémorragies externes. Ici, j'informe les secours A de l'identité des blessés. Non, ça c'est totalement impertinent comme information. Du nombre de blessés, très pertinent comme information, de leur état et également de l'adresse de l'accident. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.